Les avocats des militants du PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, arrêtés suite aux actes de violence perpétrés à Yopougon dans la nuit du 1er au 2 août 2025, ont tenu une conférence de presse ce mercredi 13 août à la Maison de la Presse d'Abidjan Plateau. Au nombre de 3, ils sont revenus sur les faits relatifs aux arrestations des militants et cadres du PPACI, dont le ministre d'État Moïse Lida Kouassi et l'ambassadeur Kone Boubacar, ancien directeur de protocole d'État. Les professionnels de droit ont dénoncé des violations tant individuelles de mise en cause, de même que des violations dans les procédures. Canal Ivoire y était pour vous. Nous vous proposons l'intégralité de la communication avec les professionnels des médias. Restez jusqu'à la fin. Merci de nous donner la parole. Nous allons tout naturellement commencer par nous excuser. Il y a eu des impondérables. À la dernière minute, certains d'entre nous ont eu des audiences. Il fallait honorer ces audiences. Et c'est ce qui fonde ce retard profond que nous avons accusé. Veuillez nous en excuser. Alors, merci d'être venu. Il a déjà fait la présentation. Nous vous disons merci. Merci d'être venus si nombreux. La direction du parti de PPACI, mesdames et messieurs les journalistes, nous allons, à l'issue des derniers développements de l'actualité, il nous a plu d'organiser cette conférence de presse pour vous présenter notre lecture des faits et surtout notre analyse au plan juridique de tout ce qui s'est passé. Nous sommes 3, comme vous le constatez. Nous allons donc vous présenter les faits par le truchement de Maître Canoblé. Ensuite, Maître Tabi va prendre la parole et certainement je prendrai la parole pour développer un point de droit. Et à l'issue de cette déclaration préliminaire, nous allons donner la parole pour quelques questions. Voilà l'articulation de notre intervention de cet après-midi. Je vous remercie. Maître Canoblé, la parole est à vous. Merci. Merci, mesdames et messieurs, de votre présence. Comme l'aîné l'a dit, je suis Maître Canoblé, avocat au barreau de Côte d'Ivoire. Chacun de nous va intervenir sur des points bien précis. Me concernant, je vais vous présenter les faits. Je vais également analyser ces faits et par la suite vous dire les actions que nous projetons. Alors, concernant les faits, un bus de la Sotra a été incendié et un véhicule de la police nationale saccagé à Yopougon dans la nuit du 1er août 2025. Suite à cela, d'après les déclarations de M. le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, des arrestations de plusieurs militants du PPACI ont eu lieu suite à une enquête. Vous retenez bien cela. Monsieur le procureur de la République a déclaré que suite à une enquête, des militants du PPACI ont été interpellés. Alors, parmi les militants interpellés, l'un d'eux est passé aux aveux dans un élément filmé. C'est la succession des faits. Quelques jours plus tard, des militants
du PPACI ont reçu des convocations de la préfecture de police d'Abidjan. Et lorsque ces militants, qui étaient au nombre de 4 précisément, ont répondu à ces convocations, il était question de leur notifier une réquisition de monsieur le procureur de la République, sur l'interdiction qui était faite à ces 4 membres de la direction du PPACI de sortir jusqu'à nouvel ordre d'Abidjan. La réquisition qui a été notifiée ce jour-là, il était indiqué que chacun de ces membres de la direction était interdit de sortir d'Abidjan jusqu'à nouvel ordre. Par la même occasion, des agents, des officiers de la direction de la surveillance des territoires, qu'on appelle DST, sont arrivés pour auditionner ces 4 personnes simultanément. Nous étions 2 avocats et donc ne pouvant pas nous démultiplier, nous avons été obligés de passer un moment avec chacun d'eux alternativement. Et donc, ces 4 personnes ont été auditionnées de 10h30 au lendemain à 5h. Je précise et j'insiste, ils ont été entendus de 10h30 à 5h du matin. Et ce n'est qu'à 5h du matin que nous avons signé les différents procès-verbaux d'édition qui avaient été établis et il nous a été demandé de rentrer chez nous et nous sommes rentrés. Quelques jours plus tard, d'autres convocations ont été servies à des hauts cadres de la direction du PPAC. Il s'agit de l'ancien ministre d'État, M. Lida Kwasi Moïse. Il s'agit également de son Excellence, l'ambassadeur Kone Boubaka, qui a été directeur du protocole d'État. Alors, il nous avait été dit dans un premier temps qu'il s'agissait également pour ces personnes de la notification d'une nouvelle réquisition du procureur de la République à ces 2 membres de la direction du PPAC. À notre grande surprise, il ne s'est plus agi de la notification d'une réquisition du procureur de la République, mais plutôt d'une audition. Alors, nous, les avocats présents ce jour-là, nous sommes allés d'abord, nous seuls, sans nos clients, pour dire que nos clients sont des hauts fonctionnaires de l'État et que leurs poursuites et leurs arrestations sont soumises à une procédure spéciale qui ne prend pas en compte, qui ne fait pas intervenir les officiers de police judiciaire, les OPJ. Et donc, nos clients ne pouvaient pas se présenter tant que les observations qu'on venait de faire n'étaient pas prises en compte. Sur insistance du procureur de la République
par l'intermédiaire d'un commissaire, du commissaire qui nous a reçus, sur insistance du directeur général de la police, avec qui j'ai échangé au téléphone, sur insistance également du directeur général adjoint de la police nationale, qui s'est déplacé lui-même dans les locaux de la préfecture de police, nous nous sommes retirés et nous sommes allés vers nos clients pour leur faire le compte rendu de ce qui venait de se passer. Et donc, nous leur avons dit que la position de la loi, c'est que s'il y a des faits qui peuvent entraîner leur poursuite ou leur arrestation en tant que haut fonctionnaire, ancien directeur de protocole d'État pour l'un et ministre d'État pour l'autre, il fallait qu'une procédure spéciale prévue par les articles 42 et 43 du statut des anciens présidents de la République, anciens chefs d'institution, anciens membres du gouvernement, que ces articles-là, cette procédure spéciale-là, soient respectés. Et ce texte renvoie, pour les détails de la procédure spéciale, ce texte renvoie aux articles 684 et suivants. 684 et suivants du Code de procédure pénale. C'est vraiment une procédure spéciale qui n'a rien à voir avec la procédure ordinaire qu'on connaît. Et c'est seulement lorsque toutes les étapes prévues par cette procédure, c'est la procédure qui s'applique aux magistrats, lorsque toutes les étapes prévues ont été respectées, que nos clients pouvaient comparaître. Et donc, quand nous leur avons signifié tout ça, nous leur avons donné la position de la loi, ils ont dit qu'ils privilégiaient la sécurité et qu'ils ne voulaient pas braver l'autorité et qu'ils préféraient qu'on se rende à la préfecture de police pour faire prévaloir la position du droit, et eux aussi, ils allaient donner leur position. Voici les conditions dans lesquelles nous nous sommes rendus à la préfecture de police et nous y sommes arrivés à 22h30. C'est en ce moment-là qu'il nous a été notifié que la réquisition n'était plus ce qui était d'actualité. Et que désormais, une équipe, plusieurs équipes, je dirais, 2 équipes, de la direction de la surveillance du territoire étaient, 2 équipes étaient présentes pour entendre, pour auditionner nos clients. Nous avons encore réitéré la position de la loi. Et encore sur leur insistance, nos clients ont accepté d'être auditionnés. Et de 22h30 à 18h le lendemain. De 22h30 à 18h le lendemain. Donc, voilà un peu dans quelles conditions leur audition a été faite. Et après leur audition, ils étaient 3. Il y avait le colonel Keke, qui était également convoqué ce jour-là. Et lui, on lui a permis à 15h30 par là. Non, à 15h. C'est à 15h que le colonel Keke a été libéré et il s'est même présenté à la marche qui était en cours à Yopougon. Les 2 autres sont restés jusqu'à 18h, comme je l'ai dit.
Et c'est à 18 h qu'on nous appelle que la direction, le directeur général adjoint de la direction de la surveillance du territoire DSC était présent. Il nous appelle avec ses commissaires, Maître Tapi et moi. Il nous invite dans un petit bureau et il nous informe que nos 2 clients qui sont restés seront gardés à vue. C'est dans ces conditions-là que l'ancien ministre d'État, Lida Kouassi Moïse, et l'ancien directeur du protocole d'État, son Excellence Kone Boubacar, ont été gardés à vue à la préfecture de police. Après cette garde à vue, donc le samedi 18 h jusqu'au lundi matin, nous avons été informés, j'ai été informé de ce que nos clients étaient en train de sortir de la préfecture de police et qu'on ne connaissait pas leur destination parce que je n'ai pas été informé suivant le circuit officiel. Et donc, c'est après que toujours, suivant un autre circuit, on m'appelle pour me dire que mes clients ont été déférés à la cellule, à l'unité spéciale, c'est ça? Unité spéciale antiterroriste. Unité spéciale antiterroriste. Cette cellule est située, cette unité est située à la 7e tranche aux 2 plans. Je me suis rendu dans la précipitation. J'étais seul finalement ce jour-là, mais on n'a pas été informé avant, donc on ne pouvait pas tous être là. Et donc, je suis allé à l'unité spéciale. Et lorsque je suis arrivé, j'ai été surpris d'apprendre sur place que ceux qui avaient été arrêtés une semaine auparavant et pour lesquels nous avions également été constitués étaient présents et qu'on était en train de leur signifier leur inculpation. Alors, la parenthèse que je vais ouvrir, c'est que lorsque ces premières personnes ont été interpellées, nous avons été constitués et notre constitution a été portée à la connaissance du procureur de la République suivant un courrier qui a été déposé à son secrétariat. Nous lui avons demandé de nous donner le lieu où la garde à vue de ces personnes était exécutée. Malheureusement, jusqu'à ce qu'on se rende à l'unité pour le déferment qui a été fait pour le ministre Lida Kouassi et Excellence Kone Boubacar, jusqu'à cette date, le procureur ne nous avait jamais dit où ils étaient gardés à vue. Et donc, pendant les auditions de M. Lida Kouassi et de son Excellence Kone Boubacar, on nous rapportait leurs propos. Les propos de ceux à qui, ou du moins de ceux qu'on n'a pas pu assister pendant l'enquête préliminaire parce qu'on ne savait pas où ils étaient gardés. À ces occasions, je demandais chaque fois au directeur adjoint de la surveillance de la direction, c'est ça, la direction, la surveillance du territoire, de nous indiquer où ils étaient puisqu'ils nous rapportent chaque fois leur déclaration. Ils disaient qu'ils prenaient ça dans la presse. Et c'est seulement le jour où nos clients, nos 2 clients, le ministre Lida Kouassi Moïse et Kone Boubacar ont été inculpés, que nous avons su
ils étaient gardés à vue à la direction de la surveillance du territoire. Et donc, nous n'avons pas pu assister non plus à leur inculpation. Nous n'avons assisté que à l'inculpation du ministre Nida Kwasi et à l'inculpation de son Excellence Kone Boubacar. Et le procureur vous a dit les infractions pour lesquelles ils ont été inculpés. Il a fait un communiqué qui donne les infractions pour lesquelles ces deux personnes ont été inculpées. Et donc, depuis le lundi, c'est cela, pour ne pas me tromper, le ministre Nida Kwasi Moïse et l'ambassadeur Kone Boubacar sont placés sous mandat de dépôt et sont donc en détention à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan qui est devenue PPA. Voici, succinctement, bon, j'ai été un peu long quand même, je voulais donner les éléments essentiels pour que chacun de vous soit au même niveau que nous d'information. Voici les faits présentés. Je vais faire quelques analyses avant d'arriver à passer la parole aux confrères. Alors, quelle analyse il faut faire de ces faits? Quand on observe les faits tels que présentés et la procédure telle que diligentée, on découvre que les règles de procédure ont été violées. Concernant les premiers qui ont été interpellés, ils ont été gardés à vue, on ne sait pas où, sans assistance d'avocats, pourtant constitués. Et donc, il y a la procédure qui a été violée. En dehors de cela, il y a les droits de la défense qui ont été violés. Quand on se réfère également à la manière dont les auditions étaient menées, on constate que les droits de la présomption d'innocence étaient également violés. Il y a d'autres droits qui ont été violés. Chacun de mes confrères ici va intervenir et il va vous dire sa compréhension des différentes violations que nous avons eues à l'occasion de cette procédure. En dehors de ces violations, il y a des actions que nous entendons faire. Nous allons saisir le procureur de la République. Non, le procureur général. Près la cour d'appel d'Abidjan. Pour que la mesure de réquisition soit levée, parce qu'elle est irrégulière, elle porte atteinte à la présomption d'innocence. Nous allons saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Nous allons saisir les organisations des droits de l'homme, qu'ensemble, tout le monde puisse constater ces violations et que des solutions soient trouvées. D'autres mesures viendront compléter celles que je viens de porter à votre connaissance. Je vais laisser la parole à mon confrère M. Tapi pour vous présenter certains aspects de notre intervention. Je prends la parole pour une question de cohérence dans ce que nous avions entendu. Alors, il a insisté sur la violation des droits relativement au ministre Nida et à l'ambassadeur Kone Boubacar. Et en ce qui concerne ces deux personnalités, la violation se retrouve dans la loi de 2005. Donc il était mieux que nous enchaînions sur ces violations. Alors, nous allons donc apprécier la poursuite
des deux personnalités au regard de la loi de 2005. C'est la loi numéro 201 du 16 juillet 2005 portant statut des anciens présidents de la République, des anciens présidents des institutions et des anciens membres du gouvernement. Alors, que disent les articles 42, 43 de cette loi et que dit l'article 684 nouveau du Code de procédure pénale sur cette question? Article 42. L'ancien membre de gouvernement ne bénéficie d'aucune immunité de juridiction pour les infractions par lui commises postérieurement à l'exercice de ses fonctions. Toutefois, la poursuite ou l'arrestation de l'ancien membre du gouvernement est soumise à une procédure spéciale. Alors, nous avons entendu là deux alinéas. Le premier alinéa procède par élimination. Il ne bénéficie pas d'immunité de poursuite. De façon claire, l'alinéa premier. Et l'alinéa 2 dit de façon claire qu'il bénéficie de procédures spéciales. Et la notion de procédure spéciale se trouve à beau fondement l'exposé des motifs de cette loi de 2005, qui dit en substance que, eu égard en ce qui concerne le président de la République, les chefs des institutions et les anciens membres du gouvernement, eu égard à l'importance du rôle qu'ils ont joué, des fonctions qu'ils ont occupées, on ne peut pas leur envoyer, dans le cadre de leur arrestation, un officier de police judiciaire et un commissaire ou un gendarme. Il faut plutôt une procédure spéciale avec une autorité qui se met à leur niveau. Et donc nous sortons là du droit commun pour nous installer sur l'exception. C'est ce que dit l'article 42. L'article 43 dit: la procédure applicable en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien membre du gouvernement est celle prévue au titre 9 du Code de procédure pénale pour les crimes et délits commis par les magistrats et certains fonctionnaires. C'est-à-dire qu'on a aligné les poursuites des magistrats de l'ordre judiciaire et certains fonctionnaires sur la loi de l'article 684 qui va donc décliner, et ensuite l'article 85, 685, les deux articles vont donc décliner la manière de poursuivre les autorités. Lorsque les poursuites sont envisagées contre un magistrat, le procureur général, près la cour d'appel, saisi de l'affaire, procède aux vérifications nécessaires et présente requête au Conseil supérieur de la magistrature au fin d'être autorisé à engager des poursuites. C'est dire quoi? C'est dire que lorsque un ancien membre du gouvernement est susceptible d'être poursuivi, on ne court pas vers le premier commissariat, mais il y a une procédure spéciale qu'on adresse au procureur général de la cour d'appel, qui, lui, va adresser une requête au Conseil supérieur de la magistrature, qui va
dresser un dossier complet avec toutes les motivations, et c'est à l'issue de cela que le Conseil supérieur de la magistrature, qui saisit la Cour de cassation, pour qu'on puisse ouvrir un procès, et c'est à l'issue de ce procès-là qu'on choisit le tribunal qui va conduire les enquêtes. Et lorsque ce tribunal-là est saisi, en son sein, on choisit un juge d'instruction qui va donc poser personnellement les actes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à la différence de ce qui se passe au quotidien, lorsque le juge d'instruction veut convoquer quelqu'un, il va donc adresser peut-être sa convocation à un policier ou à un gendarme qu'on puisse l'adresser à l'intéressé. Mais dans cette hypothèse-là, c'est lui qui va donc poser les actes personnellement. De sorte que lorsqu'il y a la personne qui est concernée est à Gagnoa et à Daloa ou à Korogo, le juge d'instruction n'envoie pas un policier ou un gendarme. Il ne fait même pas de commission rogatoire. Il est obligé de se déplacer pour porter la convocation et poser les actes personnellement, comme le dit le texte. Alors, dans notre cas, on a écarté cette voie-là. On s'est installé dans le droit commun pour faire comme il fait des vulgaires personnages. C'est là le cœur de la violation. Voilà les quelques éléments que nous avons voulu apprécier avec vous s'agissant de la poursuite qui a été ouverte contre un ancien membre de gouvernement. Et la loi dit que dans cette hypothèse, lorsque un ancien membre du gouvernement est susceptible d'être poursuivi, mais s'il y a un complice ou il y a des complices, c'est la procédure spéciale qui s'impose. De sorte que ce soit les jeunes ou les hommes qui ont été poursuivis, là, on a vu aussi une dame qui a été poursuivie, c'est cette procédure-là qu'on aurait dû suivre et non la procédure du droit commun. Voilà. Je voudrais, tout à l'heure, le confrère parlait de l'inculpation. Je voudrais juste dire que l'inculpation, en Côte d'Ivoire, ici en France, on parle de mise en examen. C'est la même chose. Et en quoi consiste l'inculpation ou la mise en examen? Le juge d'instruction qui vous reçoit va lire les infractions pour lesquelles on vous poursuit et les différentes dispositions. Donc, c'est en ce moment-là que vous êtes inculpé. C'est une procédure qui dure 4 à 5 minutes et le temps, soit de vous décerner un mandat de dépôt, soit de vous décerner un contrat judiciaire. Voilà un peu la notion sur laquelle j'avais voulu révéler avec vous. Ceci étant, je vais donc donner la parole à mon frère. Merci. Alors, merci beaucoup. Oui, merci à la suite de mes brillants confrères. Alors, moi, je vais m'attarder sur quelques violations des droits et libertés individuelles. Alors, je ne vais pas aller dans les détails parce que ce n'est pas là le lieu, le moment, mais c'est juste signaler en quoi est-ce que tout ce que mon confrère Maître Kanoblé a décrit comme fait, tout ce qui a été violé comme droits fondamentaux. D'abord, lorsque les personnes qui ont été interpellées à Yopougon, ces personnes ont été conduites d'abord à Sébroko, où elles ont passé une journée pour identification. Je complète donc les faits. Puis, la même journée, ont été conduites à la DST. Ça, c'est ce que j'ai reçu comme
témoignages comme propos des clients que j'ai rencontrés, quelques clients que j'ai rencontrés hier soir à la prison, à Alex-Maka, qui est devenu PPA. Donc, une fois à Sébroko, c'est l'identification des personnes qui ont été interpellées. Puis, elles sont conduites à la DST. Et à la DST, ces personnes donc, ont été auditionnées sans la présence d'un avocat. J'insiste. Toutes ces personnes ont été auditionnées sans la présence d'un avocat, puisque, comme mon confrère Kamnoubli l'a dit, nous ne savions même pas où ces personnes avaient été incarcérées, où elles se trouvaient. Malgré nos démarches, puisque dès le 4 août, j'avais, au-delà de notre constitution, mais on avait joint une correspondance dans laquelle on demandait au bureau du procureur de nous aider à les localiser, afin qu'ils puissent bénéficier de l'assistance des conseils. Effectivement, il a déjà dit, je ne vais pas le répéter, on n'a jamais eu reçu de suite. Justement, bon, et beaucoup plus tard, on apprendra qu'ils ont été auditionnés. Donc, ici, il y a violation de l'article 90 du Code de procédure pénale, qui prévoit que toute personne qui est interpellée, qui est poursuivie ou qui doit être auditionnée, a droit d'être assistée par un avocat de son choix. D'abord, dans un premier temps, on vous lit vos droits, ce qui n'a pas été fait. Dès l'entame, on vous dit, monsieur, madame, vous avez droit à ceci, à cela, notamment, vous avez le droit d'être assisté par un avocat. Et l'article 90 du Code de procédure pénale que je viens de citer, au-delà, dans les localités où il n'y a même pas d'avocat, la loi prévoit de se faire assister par un parent, un ami. C'est pour dire combien de fois il est important d'être assisté lors de l'audition, de toute audition, ce qui n'a pas été observé dans le cas d'espèce. Ensuite, nos clients ont été détenus à un lieu secret. Nous ne savions pas, on les recherchait. Et même, je me suis déplacé pour me rendre au bureau du procureur. Malheureusement, je ne l'avais pas trouvé. Je me suis adressé à ce second qui m'a fait savoir gentiment que seul le procureur avait la charge de traiter ce dossier. Donc, on n'a pas avancé. Pendant tout ce temps, les parents étaient morts d'inquiétude, puisque nous ne savions pas les localiser. Tous les jours, c'était des messages, des appels. Maître, avez-vous les nouvelles de nos parents, de tel ou tel? Quelque part, j'étais quelque peu désespéré. Parce que lorsqu'une personne est interpellée, la première des choses, c'est de voir est-ce que la personne a un avocat. Et alors, c'est à cette personne qu'on s'adresse, qui est la personne de ressources. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, ce qui s'est passé aussi dans cette affaire, ces personnes qui n'ont pas été assistées par aucun avocat, on nous dit que certaines personnes auraient fait des aveux. Alors, pour une parfaite information, l'aveu en droit, donc c'est un acte par lequel une personne reconnaît avoir commis un acte. Donc, en quelque part c'est une sorte de... Allez, on reconnaît avoir commis l'acte pour lequel vous êtes poursuivi. Seulement que la loi réglemente l'aveu. L'aveu doit être volontaire, à l'exclusion d'un aveu arraché sous la torture, sous la menace. Et ça, ces genres d'aveux sont simplement irrecevables comme preuve. On ne peut pas recevoir comme preuve un aveu fait sous la contrainte ou dans des conditions vraiment de contrainte. Nos clients qui ont été auditionnés
sans un avocat. On apprend plus tard que certains auraient fait des aveux. Nous sommes en droit de nous interroger dans quelles circonstances ces aveux ont été faits. Le fond de la procédure, lorsqu'on nous sera, on reviendra là-dessus. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais c'est sûr, nous sommes très sceptiques quant à la volonté de ce client d'avoir avoué ce qui lui était reproché. Nous émettons la plus grande des réserves. Nous sommes très sceptiques. Donc pour nous, on ne peut pas considérer comme un aveu. Alors ça, c'est une violation du droit de la défense. Autre élément qu'on peut aussi épingler, je cite comme ça pêle-mêle, par rapport aux personnes qui ont été interpellées, les hauts cadres, pour leur signifier, leur notifier leur restriction de leur liberté de mouvement, notamment les cadres comme Damana Diapikas, Blaise Lasme, Daï Nestor et Koua Justin. Lorsqu'on leur a notifié leur restriction de mouvement, cette convocation ne disait pas les raisons ou le motif de la convocation d'abord, dans un premier temps. Ne disait pas non plus les raisons pour lesquelles ces personnes, ces cadres du PPACI étaient désormais restreints à ne pas franchir la limite du territoire de la ville d'Abidjan. Pour nous, en droit, toute décision en droit, toute décision de justice ou toute décision administrative doit être motivée. La motivation, c'est-à-dire le pourquoi d'une décision, les raisons pour lesquelles on prend une telle décision, il n'y en avait pas. Tout au plus, le procureur, qu'est-ce qu'il a cité? Il dit en vertu des articles 27, 52, 53 du Code de procédure pénale, qu'il a fait les limitations de mouvement. Or, lorsque vous regardez ces articles cités, donc l'article 27, c'est un article qui institue les OPJ qu'on appelle les officiers de police judiciaire. Donc ça n'a rien à voir avec la restriction de la liberté de mouvement. L'article 52 du Code de procédure pénale, lui, il donne pouvoir au procureur de rechercher les éléments de l'infraction pénale, leurs auteurs, et les mettre, afin de les mettre à la disposition du juge d'un tribunal pour être jugé. Ce que dit l'article 52 du Code de procédure pénale. Quant à l'article 53 du Code de procédure pénale, il donne pouvoir, donc, enfin, de mener à bien sa mission, donc une mission régalienne. Cette disposition, l'article 53, donne pouvoir au procureur de requérir la force publique pour mener à bien sa mission. C'est tout. Donc, nulle part, il n'y a pas une disposition qui interdit à un citoyen d'aller et de venir ou de s'établir là où il veut sur l'ensemble du territoire. Et à ce niveau, il y a violation pour nous de l'article 21 de la Constitution qui dit quoi? C'est très court, mais je vais vous lire ça. L'article 21 dit « Tout citoyen ivoirien a le droit de se déplacer et de s'établir librement sur toute partie du territoire national. Tout citoyen ivoirien a le droit de quitter librement son pays et d'y revenir. L'exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi. » Alors, si on applique cette disposition, quelle était la loi qui limitait la liberté de mouvement à ces cadres du PPACI? Est-ce que c'était les articles 52, l'article 27, 52, 53 du Code de procédure pénale? Non. Ça veut dire, en d'autres termes, il n'y avait pas de loi qui limitait nos clients à
aller et venir et à s'établir là où il veut sur l'ensemble du territoire. Et donc, pour nous, il y a eu violation de l'article 21 de la Constitution de novembre 2016. Alors, je voulais terminer sur un cas quelque peu particulier, parce que ça devient récurrent. Lorsque nos clients ont été interpellés à Yopougon, il y avait parmi les 8 personnes interpellées, il y avait une dame. Je rappelle que cette dame, elle est députée suppléante de l'honorable député Michel Babo de Yopougon. Donc, c'est une élue de la nation. Même si le statut de suppléante n'est pas assez clair, mais n'empêche qu'elle reste et demeure une élue de la nation. Que s'est-il passé? Je l'ai rencontrée hier soir. Lorsqu'elle a été conduite à la DST, elle a été logée, c'est vrai, pas dans la même cellule que les hommes, à un endroit à part, seulement sur un matelas infesté qui sentait de l'urine, et c'est sur ça qu'elle devrait se coucher. Avec toute la décence et tout le respect dû aux femmes. Vous savez, c'est que beaucoup de choses peuvent se passer. Elle m'a raconté qu'avec l'émotion, elle a eu ses menstrues. Et elle a demandé à ce qu'on lui apporte des serviettes hygiéniques. Ce qui lui a été refusé. Ce qui lui a été refusé. Vous imaginez donc une dame incarcérée qui vit dans des conditions de détention pareilles. Et elle ajoute que j'ai été obligé de déchirer le matelas infesté pour me servir de serviettes hygiéniques. Cela, on appelle ça, ce sont des actes dégradants qui touchent à la dignité humaine. C'est inacceptable. Et ça, du point de vue du droit, c'est passible de crimes contre l'humanité parce que ça touche à la dignité humaine. Il faut faire très attention. Et je voudrais ajouter à ce cas précis, j'ai connu 2 autres cas antérieurs dans des procédures concernant des dames. Une dame, je voudrais taire son nom pour les besoins de sécurité. Son mari, au cadre du PPACI, il semblerait que son mari aurait tenu des propos diffamatoires à l'égard du chef de l'État lors d'un meeting à l'intérieur du pays. Ce cadre n'était pas rentré chez lui lorsque, vers 4 heures du matin, des hommes en cagoule ont débarqué avec violence devant ses enfants, trouvés en tenue de chambre. Donc vous pouvez imaginer la scène. Brutalisés, amenés à la brigade de recherche. Je dis bien dans une tenue de chambre, elle n'avait rien, même pas sans chaussures. Je suis saisi de cette affaire. Je lance des recherches, je découvre qu'elle était à la brigade de recherche. Et je l'ai rencontrée. Et c'est à la brigade de recherche qu'une dame, gendarme, a trouvé un pagne pour lui permettre de cacher ses parties intimes. Vous voyez donc, elle a été transportée nuitamment de Ségel jusqu'à Yopougon, jusqu'à la brigade de recherche au plateau, dans une tenue que vous imaginez, sous le regard des hommes. Cette dame m'a confié qu'elle s'est sentie violée. Elle s'est sentie violée du fait que des hommes la regardaient dans toute son intimité.
Et ça, je suis allé, j'ai porté ça à la connaissance de monsieur le procureur, l'ancien, choqué lui-même. Effectivement, il avait fait le nécessaire. Donc, il faut être honnête. Ça s'était bien passé. Et il a libéré la dame. Un troisième fait. Toujours une dame qui avait été interpellée aussi parmi les militants à Yopougon suite aux élections municipales de septembre 2023. C'était une nourrice. Elle avait dénoncé une injustice et elle a été brutalisée, des coups dans le ventre devant tout le monde à Yopougon. J'ai encore son nom, c'est un dossier que j'ai défendu. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ça me donne l'impression, je ne vais pas déduire, c'était 3 cas, mais j'ai l'impression, à chaque interpellation, et chaque fois qu'il y a une dame qui est interpellée, il y a manifestement des actes qui touchent, ou des actes qui sont dégradants, qui touchent à la dignité humaine. Et pour nous, c'est inacceptable. Il faut que cela cesse, parce que c'est passible de crimes contre l'humanité. C'est là que je voudrais m'arrêter pour la citation. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure très rapidement? Une seule phrase. Oui, nous reconnaissons au procureur son droit de poursuivre les éléments de l'infraction pénale, leurs auteurs, et les mettre à la disposition de la justice. Toutefois, le procureur doit agir conformément à la loi. Le procureur, dans ses actes qu'il pose, il doit avoir en ligne de mire le respect de la loi, des règles qui sont établies. C'est sur ça que je voudrais vraiment m'arrêter. Je vous remercie. Je voudrais indiquer que une dénonciation ou un renseignement obtenu sous contrainte ne peut pas suffire à établir la culpabilité d'un individu. Il faut que cela soit corroboré par d'autres éléments. Et la loi est claire là-dessus. Un aveu doit toujours être librement donné ou clairement donné, sans pression, sans menace. Lorsque on vous contraint, on vous menace, l'aveu qu'on considère comme la mère des preuves n'est plus une preuve. Tant est que la loi elle-même dit que l'aveu ne lie pas le juge. Voilà les quelques mots que je voudrais indiquer en ce qui concerne l'aveu et la contrainte. Bonsoir, maître. Je suis David Bédia de la Web TV Canal d'Ivoire. Tout est parti du 1er août à Yopougon, où des personnes encagoulées, selon le communiqué du procureur, des personnes encagoulées s'en seraient pris au bus et puis à un véhicule de policiers. Alors, vous l'avez répété aussi, c'est suite à une enquête que les frères du PPACI ont été sur cette enquête. Parce que pour des personnes encagoulées, même s'il y a des images, ce n'est pas facile de pouvoir ramener jusqu'à eux. Est-ce qu'il y a eu un cas, par exemple, de flagrant délit, c'est-à-dire quelqu'un qui a été pris sur les faits et qui a dénoncé ses compères? Est-ce qu'il y a eu soit des documents d'identification sur le lieu du crime qui a pu permettre de savoir que c'était ceux-là qui étaient les auteurs de cet acte de vandalisme? Merci beaucoup. J'ai aussi une autre question, excusez-moi. Celui qui a fait l'aveu, est-ce que vous avez pu échanger avec lui
est-ce qu'il reconnaît que ce qu'il a dit est vrai? Merci. Merci. Ça marche pas? Oui, merci. Ma première question, c'est par rapport au document Sylvain Lobo, Pan-African Media TV. Ma première question est relative au document qui circule sur la toile, et relatif au document relatif à l'aveu qu'aurait fait le ministre Lida Kouachi. Et ma seconde question, est-ce que vous estimez que ces atteintes sont ciblées, les atteintes que vous avez énoncées, exclusivement contre les militants du PPACI ou touchent-elles d'autres partis ou organisations civiles? Tout récemment, on lui a demandé est-ce que cela est permis? Est-ce que des hommes en cagoulé qui camouflent leur identité ont le droit d'interpeller? Il a dit oui, on voudrait avoir votre avis là-dessus. Et puis, c'est Broko là-haut. Il y a quel service là-bas? Et puis, beaucoup de personnes arrêtées transitent maintenant par là-bas. Merci. Merci, maître. Moi, ma première question, c'est par rapport aux identifications qui sont faites à l'hôtel Sebroko. Je veux savoir si cette identification qui est faite a une base légale par rapport à l'établissement au sein duquel s'est fait ces identifications. Les arrestations qui sont perpétrées, qui ont été perpétrées, répondent aux conditions normales d'arrestation. C'est-à-dire, est-ce que c'est conforme à la loi? Merci. Merci beaucoup. Je m'aventure et je serai aidé par mes deux confrères. À la première question de M. Bédia de Canal d'Ivoire, les enquêteurs, nous ne savons pas à ce stade. Les faits décrits montrent que nous n'avons pas pu avoir accès à nos clients durant toute leur détention. La première fois et l'unique personne que j'ai rencontrée, c'était hier soir, la Maka, la dame, la députée suppliante. C'est tout. Le reste, les aveux, on ne sait pas dans quelles circonstances, on ne les a pas encore rencontrés, puisque nous ne savions même pas les localiser. Donc, ce que je voulais dire par rapport à votre question, est-ce que les avocats étaient informés? Non, naturellement. Comme on a déjà répondu, on n'était pas informés. Nous ne savions pas où est-ce qu'ils étaient. Monsieur J.P. Guadio, nouveau réveil. Homme Kagoul, tu vois? Homme Kagoul, est-ce que c'est normal? C'est ça votre question. Et de donner notre avis. Et puis, deuxième question, c'est beaucoup. Quel est le service qui s'y trouve là-bas? Bon, je ne sais pas, hein, mais être en cagoule, venir arrêter quelqu'un, on ne peut pas vous identifier, c'est un enlèvement pour nous. Pour nous, ce n'est pas légal. D'ailleurs, même lorsque une personne, un agent des forces de l'ordre, doit ou vous arrête, il se présente. Voilà, je m'appelle tant, voici mon matricule, je suis de tel service, je viens pour tel motif, voici, je suis muni d'un mandat d'arrêt, etc., etc. Voilà ce que la loi prévoit. Lorsqu'une personne en cagoule non identifiable vient vous arrêter, tout simplement, c'est un enlèvement pour nous. Je ne sais pas si Maître Dago, tu voulais ajouter quelque chose. Non, mais juste dire que je tiens en main le code de procédure pénale. C'est-à-dire, c'est la Bible qui régit les règles de la procédure. Et dans ce livre que je tiens en main, on ne parle pas de personnes encagoulées. On ne parle pas de personnes qui viennent enlever nuitamment des personnes. Et on ne parle pas des personnes qui viennent pour casser la porte, les portes, prendre tout pour partir. Ça n'existe pas. Merci. Est-ce que Bon. Concernant ce broco, nous ne connaissons, nous ignorons
son statut dans l'enquête préliminaire. Nous ignorons son statut. Nous ne savons même pas qui sont ceux qui sont à Sbroko. Nous savons que ce n'est pas la police, ce n'est pas la gendarmerie, alors qu'il n'y a que ces deux services qui sont en charge de l'enquête préliminaire. Alors, je vais revenir sur l'information concernant l'enquête. La question de David Belia. J'ai insisté sur l'enquête parce que, effectivement, dans un communiqué, j'ai tiré ça de ce communiqué. Il a été fait le 11 août. Et dans son second paragraphe, le procureur indique l'enquête ouverte à la suite de ces événements, pour parler des événements du 1er août, a permis d'interpeller les nommés Kwame Josué, alias Général Frazao, Zo Enza, alias Zulu, Niebre Kado Jean-Claude, alias Jaguar, Zaoli Pascal, Fofana Suleiman, alias Solo. Bon, ils ont répété, je ne sais pas si... Non, ils n'ont pas répété. Je vois Niebre Badjale Jean-Alain, Niebre Ouaga Jean Deschaux, alias B-System, Kwisse Elfège Fréjus, alias Kirikou, Brou Adam Jean-Louis. Ils nous disent que ces personnes, le procureur nous indique que ces personnes ont été interpellées suite à une enquête. J'ai insisté sur cela pour que vous puissiez comprendre qu'aucun d'eux n'a été interpellé sur les lieux. Ni dans un temps voisin, ni poursuivi par la clameur publique. J'ai dit tout cela parce que ce sont les éléments de flagrant délit. Si le procureur lui-même indique que ces personnes ont été interpellées suite à une enquête, cela signifie que nous ne sommes plus dans un cas de flagrance. Ce qui nous conforte dans la position qu'il faut appliquer la procédure spéciale concernant le ministre d'État et l'ambassadeur Kone Boubacar. Et subséquemment, parce que c'est ce qui a été dit, ceux à qui ils auraient demandé de commettre les faits. Parce que, effectivement, à la police, il a été indiqué que ce sont eux et que ces personnes interpellées ont indiqué que les instigateurs de l'attaque du 1er août étaient le ministre d'État Lida Kwasi et son excellent Kone Boubacar. Alors, je vais vous dire tout de suite que lorsque cela a été porté à leur connaissance, à la police, ils en étaient indignés. Ils étaient choqués d'apprendre cela. Une autre chose qui a choqué le ministre Lida Kwasi, et il a tenu à me le dire, et il a tenu à ce que j'en parle aujourd'hui, c'est le courrier qui circule. Le courrier qui circule, qui dit que lui, il aurait présenté ses excuses. Il dit que ça ne vient pas de lui. Ça ne peut pas venir de lui. Il a même dit qu'il est sûr que ceux qui le connaissent savent que ça ne peut pas venir de lui. Parce que le contenu même, la forme, est une injure qui est faite à sa personne. Quand on regarde le contenu,
Il ne peut pas écrire de la sorte. Et il a tenu à ce que on partage avec vous son indignation relativement au courrier. Je vais. Je vais compléter la notion de flagrant délit dont il a parlé. J'avais indiqué l'article 684 qui déclinait la procédure lorsque on devait poursuivre un ancien membre du gouvernement. L'alinéa dernier de cette disposition dit en cas de flagrant délit, il n'y a pas lieu à autorisation. Donc il fait bien de le dire. Il vient de nous dire que nous sommes loin de la notion de flagrant délit. Parce qu'on le dit, il y a eu des enquêtes et c'est à l'issue de tout cela. Donc on ne peut pas parler de flagrant délit. Et donc on ne peut pas ouvrir l'hypothèse selon laquelle on les a interpellés comme des vulgaires personnages parce qu'ils étaient en état de flagrant délit. Voilà ce que je voudrais indiquer pour compléter ce qu'il a dit. Juste un élément qui me paraît que j'ai omis, ou je n'ai pas assez bien souligné. La députée suppléante de Yopougon, que j'ai rencontrée hier soir, qu'est-ce qui lui était reproché? Elle m'a dit, lorsque les hommes en cagoule sont arrivés chez elle, ils ont demandé après son conjoint, après la personne avec qui elle vit, pour savoir si elle était là. Elle dit que maintenant, hier nuit, il n'est pas rentré à la maison. Les gens n'ont pas cru, ils ont fouillé toute la maison de fond en comble, il n'y était pas. Elle dit non, c'est pas possible, et qu'il y a eu les actes qui ont été posés à Yopougon, il serait impliqué. Elle dit, mais je ne sais pas de quoi vous parler. Je vous dis encore, mon mari, c'est aussi un militant du PPACI, ils ont des activités, ça arrive souvent qu'ils ne rentrent pas à la maison. Mais bon, on est vu dans le cadre de parrainage, donc on est sur le terrain. Mais je ne sais pas où il est. Elle a dit, non, mais c'est pas possible que tu ne saches pas où il se trouve. Elle dit, mais je vous le jure, je ne sais pas où il est. Ça suffisait pour la faire embarquer, pour l'amener. Donc, je voudrais rappeler ici qu'en matière pénale, la responsabilité est individuelle. Dans notre jargon, monsieur le procureur le sait très bien, on dit la responsabilité est intuitu personae. C'est lié à la valeur intrinsèque de la personne. Donc, on ne peut pas vous poursuivre parce que votre parent, votre soeur, votre père, frère, soeur a commis un acte. Et ça, c'est interdit et on ne peut pas le concevoir. Donc, la députée a été incarcérée, aujourd'hui poursuivie, parce que elle est l'épouse d'un militant du PPACI, parce qu'elle est l'épouse de quelqu'un qui, disons, qui aurait commis, je mets tout ça au conditionnel, parce que ce n'est pas prouvé non plus. C'était pas la première fois. Je vous ai raconté l'histoire de la dame, notamment, qui avait été prise dans sa chambre. C'était la même situation, c'était le même modus operandi. On débarque nuitamment chez vous, des hommes en cagoule, on demande le conjoint, ou généralement la conjointe, l'épouse, je ne sais pas où mon mari est, on vous embarque. Ça, il faut que cela cesse. C'est une violation de la loi et ça ne peut plus continuer. Alors, je vais revenir sur l'un des aspects de la question de M. Sylvain Globo, qui a dit, est-ce que ces atteintes-là sont ciblées qu'aux militants du PPAC? Je ne voudrais pas dire que ces atteintes ne concernent que les militants du PPAC. Je ne voulais pas dire cela. Mais le constat que je fais,
le constat que je fais, c'est que les atteintes dont nous avons parlé concernent systématiquement les militants du PPAC. Systématiquement. Je vais vous donner des exemples. Le ministre Dosso Charles Rodel, il a été enlevé par des personnes en armes la nuit, avec violence devant sa famille, ses enfants. Je prends Gala Kolebi, toutes ces personnes-là, je suis leur conseil. Gala Kolebi a été enlevé de la même manière. Il a été conduit d'abord à Sobroko avant de se retrouver à la préfecture de police. Je voudrais terminer par le cas de Diakba Zoré Francis, que tout le monde connaît sous le nom de Steve Biko, qu'on est allé chercher un avion présidentiel en Mauritanie. Je suis également son conseil. Il a été gardé au secret plus de 10 jours sans assistance de son avocat. Je l'ai recherché à Sobroko. Les hommes de Sobroko m'ont dit d'aller à la DST. Je suis allé à la DST. À la DST, on m'a dit d'aller voir à Sobroko. Jusqu'à ce qu'une intervention politique de l'ancien président Laurent Gbagbo à Lakota le fasse sortir. Plus de 10 jours après. Donc, ce monsieur ne s'est jamais caché d'être militant du PPAC. Donc, quand on ajoute cela à ce qui vient de se passer, c'est que le principe pour les militants du PPAC, c'est quoi? Vous-même, vous pouvez le deviner. Il y a le second élément sur lequel je vais terminer, interpellation par les hommes en cagoule. Bon, j'ai un peu répondu à cela. Et quand je parcours le code de procédure pénale, il ne m'a jamais été dit, on ne voit nulle part que la cagoule fait partie de la tenue des officiers de police judiciaire ou des agents de police judiciaire. Nulle part. Alors, je vais indiquer, terminer par un fait incroyable. Il y avait une audience à laquelle Damana Picasse et quoi Justin devaient passer au procès. J'arrive dans la salle d'audience, je trouve des hommes en cagoule avec des calaches à la main dans la salle, à l'intérieur de la salle d'audience. Je me suis levé et j'ai demandé au président de me permettre de faire sortir ces hommes en armes et en cagoule parce que la défense ne se sentait pas en sécurité pour défendre au mieux ses clients. Voilà les cas lésions des atteintes portées aux droits des membres du PPAC. Et je tenais à parler de cela. Excusez, vous voudrez bien excuser parce que je pense que c'est une occasion, c'est rare que nous nous exprimons de cette façon parce que il y a énormément d'actes et pour lesquels franchement on vous a invité et on voudrait vraiment quand même dénoncer tout cela. Le but étant qu'il y ait une amélioration, que tout cela ça cesse. C'est ça le but. S'agissant des actes contre les militants de PPAC, on ne peut pas affirmer que c'est contre les militants de PPAC. Mais on souligne une série de faits.
En février 2023, ancien secrétaire général du PPACI, Damana Pikas, est convoqué devant le 10e cabinet du juge d'instruction, la cellule antiterroriste. Ses camarades ont cru bon de l'accompagner pour le soutenir. 27 personnes ont été interpellées ce jour-là. Sur les 27 personnes, 26 se sont réclamés partisans du PPACI, membres du PPACI. Et c'est une seule personne qui ne s'était pas réclamée partisan de ce parti politique. C'est cette personne non partisane qui a été acquittée. Ça, c'est un fait. J'étais conseil des 26 et des 27 personnes. Deuxième fait. À la suite des élections municipales de septembre 2023, 7 personnes sont interpellées à Yopougon, sont jugées. Sur les 7 personnes, 6 sont membres du PPACI et un seul n'est pas membre. C'est le seul membre non membre du PPACI qui a été acquitté. Les 6 autres ont été condamnés à 6 mois de prison ferme. Je continue. Lorsque dans la même période, lors de la fête de la Renaissance, je crois, il y avait eu 3 jeunes qui ont arboré les drapeaux de la Fédération de Russie, qui se réclamaient sympathisants du parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Ces personnes ont été interpellées parce qu'elles ont dit qu'elles étaient sympathisantes du PPACI. Alors, lorsqu'on multiplie ces faits, quelle déduction peut-on faire? Nous n'irons pas à ce point-là dire que c'est dirigé contre les habitants ou bien les partisans de PPACI, mais il y a une constance. Chaque fois qu'il y a un procès, qu'il y a pour les faits que nous avons connus, chaque fois qu'il y a un procès et des clients se sont réclamés partisans du PPACI, ces personnes ont fait l'objet de condamnation à l'exclusion des personnes qui ne sont pas réclamées partisans de ce parti politique. Donc, nous ne pouvons pas déduire à partir de là que chacun se fait son opinion. Merci. Merci à la table. Inscrivons-nous une seconde séance, une seconde série de questions. C'est bon? Merci. Merci à tous et à toutes. Merci à l'autre des du parti. Merci. Non, je vais conclure. Merci pour vos questions, amis de la presse. Nous espérons que cette rencontre aura permis de clarifier la situation juridique préoccupante de plusieurs citoyens et d'éveiller les consciences dans la société d'un dialogue démocratique apaisé, respectueux des libertés fondamentales. Technicien de droit, est-ce que vous avez un mot pour la fin? Le mot de fin. Le mot de fin. Le mot de fin, bon, je vais laisser la tâche à notre aîné. Et non, dans de telles circonstances, il s'agit de toujours dire merci. Merci pour votre présence massive. Mais merci parce que on a compris, vous avez écouté religieusement tout ce que nous avons dit. Et à vous, les journalistes, merci pour vos questions pertinentes. Et nous osons espérer que vous allez rendre compte fidèlement. Merci et puis à très bientôt. Merci aux avocats qui s'achèvent donc cette conférence de presse.